Bonjour tout le monde, bienvenue dans Découpe Bitcoin. Aujourd'hui je suis avec Théo, que vous connaissez parce que théoriquement si vous êtes sur YouTube, vous l'avez déjà entendu et sur la formation vous venez de terminer son cours. Théo, merci de beaucoup d'être avec nous pour discuter de l'économie autrichienne, de Bitcoin, de la macro et un petit peu de tout. Merci à toi de m'inviter surtout. Bah ouais. Bon, tout d'abord au nom de tous les viewers, parce qu'on a eu beaucoup de retours, merci beaucoup pour cette formation sur l'économie autrichienne. Ça fait du bien qu'en France on ait enfin un cours à peu près gros parce qu'il y a quand même 6 heures de contenu, plein de ressources additionnelles pour se pencher dans ce nouveau terrain du Bitcoin. Donc au nom des 2000 élèves et toutes les personnes sur YouTube, merci beaucoup. De rien. Ça va, c'était pas trop compliqué à faire le cours hein? Non, c'était un plaisir et surtout merci à toi surtout de l'avoir monté, hébergé, etc. Parce que moi c'est des trucs que j'ai pas trop la patience de faire et comme ça me permet de quand même pouvoir distiller quelques trucs. Ouais, mais en tout cas franchement t'es à l'aise hein. Quand t'expliques, tu te lances, c'est clair, net, précis, donc c'est top. Les gens te connaissent pas en fait, donc nous on se connaît hein, parce que ça fait on s'est rencontrés la première fois à Surfing Bitcoin par hasard il y a 2 ans, non exactement. Il y a 1 an l'année dernière. Ouais. Qui es-tu en fait? Parce que les gens sont arrivés dans ton cours d'un coup sans introduction. Alors du coup, par où commencer? Je suis né... Non, je déconne. Alors moi, à la base, j'ai fait une école de commerce. J'ai pas trouvé ça très intéressant. Et donc, quand j'étais en école de commerce, je me suis intéressé à plein de trucs. Et notamment, à l'époque, je me suis intéressé aux cryptos. À l'époque, on parlait beaucoup de technologie blockchain et comment ça allait révolutionner le monde. Et donc, j'ai découvert Ethereum. Je ne connaissais rien à l'économie à l'époque, je l'avais jamais étudié à l'école, j'avais plutôt un background scientifique et je travaillais du coup chez un grand éditeur de logiciels et donc j'avais plus ou moins les compétences pour comprendre techniquement de quoi tout ça parlait. J'ai trouvé ça très intéressant et dans ma découverte, assez vite, je me suis retrouvé très limité parce que je comprenais rien à la finance, je comprenais rien au phénomène de marché, je comprenais rien à l'économie. Et donc, étant toujours en école de commerce, j'avais le temps de m'intéresser à tout ça. Et en fait, je suis tombé dans un vrai terrier du lapin là aussi. Et j'ai commencé à m'intéresser à plein d'écoles économiques, les keynésiens, les marxistes, etc. Jusqu'à tomber sur l'école autrichienne, avec quelques personnes comme Saifedean, Yorick, etc. qui m'ont indiqué quelques lectures, des vidéos à regarder, etc. Ça m'a tout de suite passionné. Ça a répondu à toutes les démangeaisons que j'avais en découvrant l'économie keynésienne et d'autres écoles d'économie que je trouvais pas toujours très cohérentes. Et ça m'a permis de comprendre vraiment à quel point Bitcoin était différent des autres cryptos, pourquoi c'était pas juste un boomer coin, etc. Pourquoi c'était hyper intéressant et pourquoi le but même auquel il concourt, c'est-à-dire séparer la monnaie et l'État, est un but lourd d'implications et qui vaut le coup d'être poursuivi. Et j'en suis arrivé là. Nickel. Et du coup, tu as appris l'économie autrichienne toi-même, tout seul? Oui, et en fait, malheureusement, aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup le choix parce que c'est très peu enseigné dans les universités, dans les cursus d'éducation, on va dire post-bac. Par contre, il y a plein de livres, plein de vidéos, plein de contenus. Donc, si vous avez le courage de prendre ça par le bon bout par vous-même, vous pouvez l'apprendre. Ça ne demande pas non plus une intelligence hors norme ou autre. C'est quand même des choses qui tombent sous le sens dans beaucoup de cas. Beaucoup moins mathématiques que le keynésianisme dans tous les cas. C'est ça. En fait, si vous savez à peu près penser et raisonner, vous allez bien comprendre l'économie autrichienne et vous allez pouvoir suivre tous ces raisonnements. Alors que, comme tu le fais bien remarquer, très rapidement, dans l'économie qu'on dit mainstream ou keynésienne, vous allez être enseveli sous des équations qui n'ont ni queue ni tête et qui sont très décourageantes. Je me souviens, toujours un économiste, une fois qui fait mes équations étaient bonnes, il y avait juste 2 variables qui ont changé à travers le temps. Dans ce cas, c'est faux. Fondamentalement, ton truc est faux. Est-ce que tu crois que c'est volontaire, le fait qu'on n'enseigne pas? Enfin, j'ai fait une école de commerce aussi, en tout le monde, j'avoue que je ne parle jamais de mon background. École de commerce en finance, et j'ai fait également études internationales, donc j'étais beaucoup sur les taux de change à l'époque. On ne parle pas d'économie autrichienne. Moi, j'ai eu ma prof de seconde, non, de première du coup, qui m'en a parlé. Parce qu'elle était elle-même autrichienne, elle disait j'ai pas le droit de l'enseigner. Aujourd'hui, c'est sorti du programme de lycée, l'économie autrichienne. On n'en parle pas en post-bac. Tu crois que c'est volontaire? C'est la société qui pousse à sortir cette économie? Pourquoi est-ce que ça n'existe plus ou pas? Et ça se renaît grâce à Bitcoin finalement? Je pense que c'est un peu volontaire et en même temps, c'est aussi un effet de système. C'est-à-dire que historiquement, c'était une école d'économie qui était très enseignée, qui était très suivie avant la Seconde Guerre mondiale.
Et il se trouve que pour des raisons historiques, déjà le fait que la plupart des économistes autrichiens vivaient en Autriche et dans beaucoup de cas étaient juifs, fait qu'ils ont été éparpillés aux quatre vents lorsque il y a eu la Seconde Guerre mondiale, et que donc du coup leur lieu de rencontre, les universités dans lesquelles ils enseignaient à Vienne, etc., se sont retrouvés aux mains des Allemands et eux sont partis aux États-Unis, en Suisse, etc. Donc vraiment l'école d'économie autrichienne en tant qu'institution a été éclatée aux quatre vents. Et après, il y a aussi le tournant historique qui fait que, après la Seconde Guerre mondiale, on arrive dans une ère de big state, big government, d'État-providence et Marshall juste après la guerre. voilà, et d'État très interventionniste dans l'économie. Et donc, et également à une époque où l'État prend de plus en plus de contrôle dans l'éducation et dans les programmes d'éducation de second cycle. Donc aux États-Unis, par exemple, les universités qui étaient essentiellement des institutions privées et dépendantes de capitaux privés avant et qui avaient beaucoup de latence pour enseigner tout ce qu'elles voulaient, attirer des professeurs, etc., là se retrouvent très dépendantes de fonds publics et donc avec beaucoup d'intervention de l'État sur qu'est-ce qui est enseigné, par qui, comment, etc., etc. Pareil, en France et dans plein d'autres pays, on arrive à la gratuité de l'éducation, ce qui veut en général dire aussi que vos programmes, la structuration des universités, etc., sont directement impulsés par l'État et faits par l'État. Et donc, vous vous doutez bien que c'est pas vraiment dans l'agenda politique d'enseigner aux élèves que l'État est essentiellement une structure violente, parasitaire et qui crée l'inverse du bien-être social par ses interventions. Donc je pense qu'il y a un peu de ça pour expliquer que l'économie autrichienne a été un peu placardisée au fur et à mesure des années 50-60. Elle revient un peu dans les années 70 avec le prix Nobel d'Hayek et parce que on arrivait un peu au bout de ce que pouvait nous dire l'économie keynésienne et l'économie monétaire, parce que pour rappeler aux auditeurs à l'époque, dans les années 70, on a du coup une période qui s'appelle de stagflation, où du coup on n'a aucune croissance économique et beaucoup d'inflation. Et ça, dans la théorie keynésienne, c'est juste une impossibilité théorique. C'est pas possible, le modèle ne permet pas de l'expliquer. Et par contre, les écrits de gens comme Hayek, Mises, etc. permettaient d'une part de prédire que ça allait arriver et d'expliquer pourquoi ça arrivait. Et donc à ce moment-là, il y a pas mal de gens qui se réintéressent à ça. Il y a du coup des mouvements qui renaissent, notamment aux États-Unis, avec des gens comme Murray Rothbard, comme également une partie de la droite américaine qui commence à financer des programmes autour de l'économie autrichienne, mais ça reste quand même très parcellaire et ça n'a pas duré très longtemps. Et ensuite, on arrive très rapidement dans les années 90-2000 à une vision très financiarisée de l'économie. Donc là où pareil, les Autrichiens ne sont pas vraiment en adéquation avec cette vision du monde, donc on les enseigne moins. Et ensuite, pour ce qui va suivre, avec la crise économique de 2008, l'interventionnisme à outrance des banques centrales, là on a une éviction totale dans les programmes d'économie, on va dire universitaires, publics, etc. Par contre, ces économistes autrichiens qu'on avait essayé d'évacuer par la porte, du coup reviennent par la fenêtre. Parce que comme ce qui s'était passé dans les années 70, on se retrouve dans un état du monde qui n'est pas expliqué par les théories alternatives. Et donc plein de gens, à la fois à travers Bitcoin et aussi par ce qui se passe d'un point de vue macro de manière générale depuis 2008, commencent à se réintéresser à l'économie autrichienne parce que ça éclaire beaucoup de choses en fait. La réalité revient et on a Internet maintenant. Donc finalement, Internet, tu l'as parlé dans la dernière vidéo de la formation. Et on vous mettra toutes les ressources pour vraiment approfondir. Je vais vous faire une page nickel avec tous les livres, les auteurs. Plus loin, on parlait de l'institution Mises qui fait un boulot de ouf. Et également, j'avais découvert par Ron Paul, un des seuls politiciens que je respecte un minimum et qui a une vision assez cohérente, je trouve, de l'économie. Et c'est beau de voir qu'il y a quand même un renouveau. Et Bitcoin vient clairement redonner un souffle assez important quand même sur cette économie. Parce que Bitcoin et l'économie autrichienne, ça va vraiment de pair. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, Ron Paul, du coup, qui est un homme politique américain, on va dire anarcho-capitaliste carrément, qui du coup a siégé au Congrès pendant plusieurs décennies, à la base est un médecin de formation
et qui s'est beaucoup intéressé à l'économie autrichienne, justement à travers le Mises Institute à ses débuts, à travers ces cercles qui ont rené dans les années 70 aux États-Unis, autour de Mises lui-même, qui était un très vieux monsieur à l'époque, mais qui continuait à enseigner. Et donc, je ne me rappelle plus dans la préface de quel livre, mais à un moment donné, Ron Paul explique comment, jeune homme, à peu près de notre âge, il s'était retrouvé à une conférence au Mises Institute avec Ludwig von Mises lui-même, débutant sa conférence avec, faut imaginer avec l'accent autrichien, The market is a process. Et donc, il a vraiment appris l'économie autrichienne et les principes de l'économie autrichienne qui l'ont suivi ensuite toute sa vie à cette époque-là qu'on décrivait avant. Et Ron Paul, pour ceux qui s'y intéressent un minimum, hein, il a eu le même discours toute sa vie. C'est-à-dire que ce mec se bat depuis maintenant quasiment 40 ans ou 60 ans en politique sur le même discours. Et on peut voir des vidéos de lui dans les débats pour les présidentielles où on lui donne 3 minutes pour parler devant le pays entier. Et lui, en 3 minutes, il explique mieux Bitcoin que n'importe qui. Enfin, il n'explique pas Bitcoin, mais il explique que la Fed imprime de l'argent, qu'il faut détruire la Fed, que l'argent imprimé va créer de l'inflation et l'inflation va être néfaste pour les classes moyennes et les classes les plus pauvres, au détriment de Wall Street et des plus grands. Et il l'explique devant tout le monde s'en fout, mais lui il tient son discours au présidentiel en mode détruire la Fed. On aimerait bien en avoir un en France, hein, Ron Paul. On l'attend, je sais pas qui veut se lancer. Il n'y en a pas beaucoup qui auront le courage, mais en tout cas, sachez que donc, Découpe Bitcoin et l'Institut Bitcoin, on fera tout pour propulser l'économie autrichienne à un nouveau vent en France avec le peu d'efforts qu'on a. L'économie autrichienne, c'est vraiment Bitcoin. Toutes les autres crypto-monnaies, il n'y a pas vraiment cette notion. Et on peut peut-être commencer à parler du coup d'un autre sujet qui nous intéresse assez fortement, Luna UST, la DeFi, qui veut révolutionner la finance sur finalement des bases très proches de l'économie keynésienne ou des mouvements qu'on a actuellement avec des PEG, etc. C'est quoi ton avis sur la DeFi? Moi je sais que j'ai plus le droit d'en parler parce que les viewers me critiquent quand je parle de DeFi. Toi tu as le droit, lance-toi. Alors, pour rappeler très rapidement, hein, donc la DeFi, c'est finalement les protocoles de financiarisation sur ce qu'on appelle les blockchains publiques. C'est une vague qui sort du bear market 2016-2017 et qui a beaucoup évolué, beaucoup grossi depuis quelques années. Luna, c'est un protocole qui, je trouve, est l'exemplification de tout ce qui ne va pas, finalement, dans l'idée même de DeFi. Ce que je dis souvent, c'est que ce n'est pas décentralisé et que ce n'est pas de la finance. Et en fait, pour rappeler rapidement aux auditeurs ce qui s'est passé, même si je pense qu'ils ont dû en entendre parler, très rapidement, Luna, c'était un stablecoin qu'on dit algorithmique, donc une crypto-monnaie qui essaye d'être à parité avec le dollar à travers un algorithme derrière qui essaye de garder cette stabilité par de l'émission et de la rédemption monétaire et qui du coup a complètement implosé et est passé en l'espace de quelques jours de 40 milliards de dollars et quelques, je crois, de capitalisation à zéro. Alors même que, effectivement, tous les influenceurs crypto de la planète et tous les DeFi boys nous expliquaient que c'était une révolution et une innovation absolument fantastique et que les bitcoiners critiques de cet espace DeFi et en particulier du système Luna n'avaient rien compris. Si je reviens un tout petit peu en arrière, cette fameuse la DeFi, c'est pas décentralisé et c'est pas de la finance. Cet aspect surtout, c'est pas de la finance. Ce que je veux dire par là, c'est que le principe même de la finance à la base, c'est de faire l'intermédiation entre le capital, donc l'épargne, et la demande pour le capital, donc l'investissement. Le leitmotiv même de l'existence de la finance et la raison pour laquelle ça existe, c'est qu'en général, les gens qui ont de l'épargne et les gens qui savent comment l'utiliser ne sont pas les mêmes. Et donc, il va falloir un gars au milieu qui va prendre le capital d'un côté et l'allouer en évaluant la capacité des projets à effectivement vraiment générer une proposition de valeur adéquate, générer des retours et faire en sorte que du coup l'épargnant ne perde pas trop d'argent et puisse même recevoir un taux d'intérêt positif à la suite de l'opération. Et du coup, ça indique qu'à la base, lorsque vous avez un rendement qui vous est distribué, il faut nécessairement qu'il y ait quelqu'un qui ait créé de la croissance économique quelque part, qui ait généré des gains en productivité, qui ait généré de la valeur pour qu'il puisse ensuite être distribué à l'apporteur de capital. Et au milieu, vous avez juste un financier qui intermédie entre celui qui crée cette valeur et celui qui apporte les ressources nécessaires pour créer cette entreprise économique à la base. Dans la DeFi de manière générale et dans Luna, à la base, la proposition de valeur, c'est il n'y a absolument rien de connecté à une entreprise économique quelle qu'elle soit, mais on vous garantit
Donc au sens, on vous garantit que vous avez la certitude d'obtenir 20% de rendement. Déjà, dans l'économie dans laquelle on vit, même les entreprises les plus rentables qui existent arrivent rarement à générer 20% de rentabilité marginale sur capital. Donc le premier truc, c'est qu'en général, quand on vous parle de 20% garantie, vous n'avez pas besoin de regarder plus en détail. En général, c'est que ça va mal se passer pour vous si vous ne sortez pas à temps. En l'occurrence, si on rentre un peu plus en détail, qu'est-ce que Luna a essayé de faire ? Luna a essayé de dire, en fait, on va créer un stablecoin algorithmique, c'est-à-dire qu'on va avoir une crypto qui va être à parité avec le dollar. Et comment on va garantir cette parité ? On va garantir cette parité en faisant en sorte que lorsque, par exemple, l'UST, donc la crypto stablecoin de Luna, s'apprécie par rapport au dollar, c'est-à-dire par exemple à 1,10 $, 1,20 $, à ce moment-là, les utilisateurs du protocole vont avoir la possibilité d'échanger 1 dollar de Luna, donc qui est le token de gouvernance associé à ce système-là, contre un UST. Et parce que cet UST est coté par exemple à 1,10 $ sur le marché, si vous détruisez d'un côté votre 1 dollar de Luna et que vous obtenez un UST, que vous pouvez immédiatement revendre à 1,10 $, vous allez avoir 10% de possibilité d'arbitrage, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir générer 10% de rendement sans prendre de risque. Inversement, si l'UST cote plutôt en dessous du dollar, donc par exemple à 0,90, vous allez pouvoir faire l'opération inverse, c'est-à-dire que vous allez pouvoir détruire un UST pour obtenir 1 dollar de Luna. Et, pardon, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que du coup, mécaniquement, ce qui devrait se passer, c'est que quand il est à 1,10 $ et que vous émettez de l'UST pour obtenir du Luna, eh ben, vous allez créer une pression baissière sur le prix. À l'inverse, lorsque vous détruisez de l'UST et qu'il est en dessous d'1 $, vous allez le rapprocher d'1 $ par un phénomène de marché d'offre et de demande. Tout ça, c'est un système qui, en théorie, peut bien fonctionner tant que il y a toujours beaucoup de capital qui cherche à rentrer dans le protocole et qu'il y en a surtout peu qui cherchent à sortir. Et c'est là que interviennent les 20% dont on parlait tout à l'heure. Si vous promettez aux gens qui vont obtenir 20% dans un protocole qui s'appelait Encore et auquel vous ne pouvez accéder qu'en ayant de l'UST, vous garantissez d'une certaine manière que beaucoup de capital va être déversé dans l'UST. Et donc, que beaucoup de Luna vont être détruits à la base pour pouvoir créer ces UST, pour pouvoir les minter, pour pouvoir les mettre en existence. Et donc, vous allez pumper le Luna. Parce que le Luna Pump, vous allez attirer de plus en plus de spéculateurs et de plus de gens pour détenir le Luna, de plus en plus de gens pour faire confiance à l'UST, pour investir dans Encore. Et donc, pendant un moment, vous allez avoir un système qui a l'air très lucratif, en très bonne santé et qui grossit très rapidement. Le problème, c'est que vos 20% que vous obtenez à un moment donné, ils sortent, en l'occurrence, pas de l'économie réelle comme on l'a dit, c'est des levées de fonds successives qui ont été faites auprès de VC. Et donc, d'une certaine manière, c'est un Ponzi. C'est-à-dire que vous avez du capital qui doit abonder de la part d'investisseurs pour payer ce rendement, de manière à garantir l'attractivité de l'UST, qui elle-même garantit l'attractivité du Luna parce que son prix augmente. Si maintenant vous avez par exemple une boucle inverse, c'est-à-dire que vous avez plein de gens qui essayent de sortir de l'UST pour une raison ou une autre, qui du coup vont vendre leur UST, faire en sorte que le prix de l'UST va baisser, et que derrière vous n'avez pas suffisamment de possibilités d'arbitrage ou pas suffisamment de gens qui arrivent à faire confiance au protocole pour essayer d'arbitrer le mécanisme qu'on a décrit avant, ce qui va se passer, c'est que du coup le prix de Luna va baisser parce que vous allez minter de plus en plus de Luna pour essayer de récupérer le prix. Très rapidement, la capitalisation boursière du Luna va passer en dessous de celle de l'UST, ce qui fait que du coup vos UST ne vont plus être garantis par grand chose. Et ça peut très rapidement créer un vent de panique où les gens ayant peur de ne pas récupérer leurs UST vont sortir d'Encore, revendre les UST, minter d'autant plus de Luna. Et donc vous allez avoir cette boucle où il y a de plus en plus de capital qui sort d'Encore, qui du coup va être en UST avec des gens qui vont essayer de prendre le moins de pertes possible sur l'UST, donc le vendre le plus vite possible. Parce que du coup l'UST va baisser par rapport au dollar, on va minter de plus en plus de Luna en existence. Et donc vous allez avoir dans un même mouvement l'UST qui baisse, le Luna qui baisse, et tout ça dans un rythme s'accélérant. Et donc c'est ce qu'on connaît de manière classique en finance traditionnelle, ce qu'on appelle un bank run en général. Donc une banque n'a plus de réserve, il n'y a plus de confiance, tout le monde court au guichet pour essayer de récupérer son argent avant les autres. Et parce qu'il n'y a pas assez d'or dans les caisses ou il n'y a pas assez de réserves dans les caisses pour backer tous les crédits,
très rapidement, vous allez avoir les derniers arrivés au guichet qui vont voir le banquier leur dire « Désolé, vous n'avez plus rien, on n'a plus rien pour vous payer ». Ce qui est exactement ce qui s'est passé dans Luna. Ce qui est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire de manière générale de tous les pegs monétaires. Donc un peg monétaire, très rapidement, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire on va prendre une monnaie, essayer de l'indexer par rapport à une monnaie plus forte comme l'euro ou le dollar, ce qui arrive en général dans les pays sous-développés ou dans des pays dont la monnaie n'est pas très forte parce que ça leur permet d'avoir plus de stabilité monétaire, de mieux faire fonctionner leur économie, de donner plus de certitude aux entrepreneurs, aux consommateurs, etc. Également d'attirer plus de capitaux souvent. Et dans l'histoire, ça se finit toujours de la même manière. À un moment donné, le capital arrive, plein de gens essayent de faire de l'argent grâce à ça, des taux d'intérêt garantis sur rien. Au bout d'un moment, il n'y a plus assez de réserves par la banque centrale, le peg saute, tout le monde court vers la sortie et ça crée une catastrophe économique. La seule exception notable qu'on connaît aujourd'hui, c'est le dollar hongkongais, qui est un peg qui existe depuis 36 ans, si je ne dis pas de bêtises. Mais sinon, tous les pegs dans l'histoire qui ont été créés ont toujours sauté. Du coup, on aurait pu prévoir à la fin de Luna. Bah, c'est ça. Si tu étudies un petit peu l'économie et la finance. C'est ça. Et c'est ce qui est très agaçant avec la DeFi, c'est qu'on a des gens qui quasiment ignorent qu'on a 800 ans d'innovation financière derrière nous. On a... Ils sont pour la blockchain. Ils sont arrivés avec la blockchain. Donc maintenant, il y a la DeFi, donc il y a finance qui s'est rajoutée. Mais c'était très bien résumé par un tweet que j'ai vu récemment de Nick Carter qui disait que les gens qui s'intéressent au tokenomics devraient plutôt s'intéresser à l'histoire financière. Et ce qui veut dire par là, c'est qu'effectivement, on a 800 ans de données sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et Luna, en fait, c'est un autre nom, c'est un autre habit, c'est une autre manière de représenter ce que John Law avait fait en France au début du XVIIIe siècle, ce qu'avaient fait les pays asiatiques avec leur monnaie, encore une fois, indexée sur le dollar dans les années 90, qui avait mené à une crise mondiale. Qui s'en sont toujours parmi d'ailleurs. Qui s'en sont toujours parmi. Si vous prenez le stock du Japon, ils n'ont toujours pas remonté leur crise et l'économie, maintenant c'est 100% soviétisé, c'est la banque centrale qui détient toutes les actions et c'est l'exemple typique de qu'est-ce qui se passe quand c'est pas Luna qui peut même... Luna n'a pas été bail-out, donc Luna s'est écroulé. Le Japon, on a dû le bail-out, il y a dû avoir des choses qui ont été faites et le résultat maintenant c'est leur économie, quoi. C'est ça. Et du coup, en fait, c'est l'idée qu'on essaye de faire transparaître depuis tout à l'heure, c'est que il y a peut-être de l'innovation technique avec les protocoles décentralisés qui s'appuient sur de la cryptographie. En revanche, réinventer les principes financiers après 800 ans de développement empirique, d'expérimentation, etc., c'est un peu douteux. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des choses à inventer dans ce qu'on appelle la DeFi, mais ce sera plutôt en appliquant ce qui a toujours fonctionné en finance sur du protocole blockchain bien codé, bien décentralisé, etc., que dans de l'innovation financière. En général, l'innovation financière, c'est plutôt un joli mot pour dire boîte noire qui disperse le risque d'une manière que personne ne peut comprendre et qui va revenir nous mordre les fesses à un moment où on ne s'y attend pas. CF, la crise des subprimes, CF, la titrisation, CF, la bulle des ETF qu'on a créée depuis 10 ans, et j'en passe. La différence, c'est toujours à quel point il y a du volume. Et en crypto, notre volume il est absolument ridicule comparé aux crises qui vont arriver ou qui sont arrivées, que tu as décrit. Et pensez même à la bulle de la souveraineté, de la dette des États, le marché, les obligations. Ces bulles-là sont astronomiques comparées à la DeFi, mais c'est exactement les mêmes mécanismes qui sont en place. C'est simplement que les acteurs sont différents, les besoins de liquidité sont différents. Et quand on disait par exemple la pyramide s'écroule quand on n'a pas de nouvelle liquidité et une perte de la confiance, ce qui est un résumé de ce qui s'est passé avec Luna, qu'est-ce qui va se passer le jour où on doit... Donc la dette, il faut comprendre que la dette américaine, on doit la refinancer régulièrement quand on arrive à la fin d'un contrat par exemple de 10 ans, et les taux ont changé. Et en fait, ce problème, c'est que quand il faut refinancer énormément de dettes et qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont prêtes à remettre de la confiance dans le projet, il faut bien la payer. Et c'est là où on arrive avec des vraies crises. Et ce que vous devez comprendre, en fait, c'est que vous pouvez réinventer la roue, mais ça va probablement faire la même chose qu'avant. Et il faut mieux comprendre ce qui s'est passé avec Luna, l'extrapoler pour qu'est-ce qui va se passer avec le vrai monde, on va dire. Et là, se dire, ok, comment est-ce qu'on peut se protéger?
Tu parlais d'innovation dans la finance, il y a également le earn to run. Excuse-moi si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que ça m'y fait penser, et c'est très intéressant. Si je fais la jonction avec l'économie autrichienne dont on a parlé dans la série qu'on a fait ensemble, à un moment donné, on expliquait que quand on bloque un prix, en général, on empêche l'ajustement d'un système, et donc la volatilité qu'on détruit à court terme, on va se la prendre tout d'un coup dans le futur, et là ça va faire très mal. Donc la manière dont on peut voir ça, c'est que quand on laisse un marché s'ajuster, en général, on accepte un petit peu de volatilité de court terme, et grâce à ça, on a des petits soubresauts, il y a des choses qui bougent, il y a des gens qui font un peu faillite de temps en temps, mais ça va, c'est acceptable. Et quand on essaye de figer ça en bloquant des prix, en fait, pendant un moment, on a l'impression qu'on a réussi ce qu'on cherchait à faire, et en fait, il va se passer un moment où il va y avoir une dislocation violente, et toute la volatilité qu'on a économisé pendant un certain moment, on va se la prendre tout d'un coup. C'est Charles Gave, je crois, qui dit que on choisit entre se prendre des petites baffes régulièrement ou se prendre une grosse claque dans la tête qui nous met au tapis. C'est exactement ça. Et du coup, ce qui s'est passé avec Luna, donc on essaye de bloquer artificiellement un prix alors que l'offre et la demande ne reflètent pas du tout ça, entre l'USD et le dollar. C'est exactement ce que fait le système fiat depuis je ne sais combien de décennies en essayant de bloquer les taux d'intérêt. Donc ce que disait Roxy depuis tout à l'heure, c'est on bloque les taux d'intérêt artificiellement bas sur les marchés de dette souveraine. Donc on met les taux d'intérêt, par exemple américains, à un taux qui ne reflète pas du tout la propension des épargnants à financer les déficits américains. Et donc on appelle du coup nécessairement à ce que, de manière complètement artificielle, les intérêts de la dette aujourd'hui soient payés par plus d'endettement demain. Et vous avez un système complètement insoutenable où plus de dettes aujourd'hui, plus de manipulation de taux aujourd'hui, indique plus de dettes demain, plus d'inflation et plus de destruction dans la confiance monétaire. Et fondamentalement, c'est exactement la même chose sur des pas temporels et des horizons temporels différents. Donc, si on peut le dire de manière très simple, Luna est un Ponzi, le Fiat est un Ponzi, et vous pouvez mettre tous les mots marketing que vous voulez derrière. À la fin de la journée, c'est construit sur le même principe, c'est-à-dire que la valeur dont on profite aujourd'hui est nécessairement payée par une émission monétaire demain qui n'est baquée par rien à part de la confiance. Et comme disait Warren Buffett, ça met une vie à se construire et 10 secondes à se perdre. Exactement. Mais là, on a un paradigme complètement différent dans la DeFi. Je ne sais pas si tu connais le run to earn. Ah non, je connais pas ça. Ah Stephen. Ah oui, je connais bien Stephen, oui. Donc maintenant, ça y est, je cours, mais j'ai jamais gagné d'argent en courant. Mais maintenant, ça y est, tu peux courir et gagner de l'argent parce qu'il y a un yield quand tu cours. Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas Stephen, donc c'est une application qui vous permet d'acheter des NFT de chaussures. Et une fois que vous avez ces NFT de chaussures, en fonction de la quantité de déplacements que vous faites, vous allez obtenir un yield. Si on raccroche à la discussion qu'on vient d'avoir avant, moi j'appelle ça de la gamification de Ponzi. Donc en français on dirait ludification de schéma de Ponzi, c'est-à-dire comment justement brouiller les pistes et faire en sorte que on rende le fait de participer à un Ponzi un peu ludique. Donc vous avez toute la vague des play to earn, style Axie Infinity ou ce genre de jeu-là, dont la dernière trouvaille est effectivement Stephen, ce protocole qui vous permet de gagner de l'argent en courant. Et en fait, c'est toujours la même chose. Comment ça marche ? Vous êtes attiré par cette perspective de rendement, vous rentrez dans le système, vous achetez ces fameuses chaussures pour pouvoir participer à ce système-là. Vous allez gagner un yield. Ce yield-là, d'où il provient ? En fait, il provient de l'argent futur qui va être amené par les nouveaux entrants eux-mêmes attirés par le yield. Et donc, tant que le système croit qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs et donc de plus en plus de capital qui rentre dans le système, ça peut grossir. Le problème, c'est que pour que ça reste en croissance, il faut qu'il y ait une croissance des utilisateurs et de la quantité de capital injecté dans le système qui soit non pas stable, mais même s'accélérant. Donc, pour les matheux qui nous écoutent, il faut que le système ait une dérivée seconde positive. Donc, c'est-à-dire que ce n'est même pas un système qui doit être en croissance perpétuelle, c'est un système dont le rythme de croissance lui-même doit être en croissance perpétuelle. Vous comprenez bien qu'un système qui croît en s'accélérant à l'infini, c'est complètement insoutenable. Et donc, au bout d'un moment, vous allez avoir un phénomène de décélération qui va être assez symétrique par rapport à ce qui s'est passé à la baisse. Tout le monde va essayer de sortir la valeur du protocole en vendant ses chaussures, en récupérant ses yields, en vendant ses GST. C'est quoi le shitcoin derrière Stephen ? Ouais, je crois que c'est GST.
Je crois qu'il a déjà pris Ouais, il a un pris un gros coup de plomb dans l'aile. Parce que même encore aujourd'hui, il a perdu 20% et c'est un petit peu comme si ça y est, c'était la fin du Ponzi. Donc on est peut-être en avance sur le fait qu'il soit à zéro et que tout le monde dise ah en fait c'était un Ponzi. Et voilà, encore une fois, un exemple comme un autre, ce n'est pas possible d'avoir des yields garantis, toujours un risque. Posez-vous toujours les mêmes questions. D'où vient l'argent? Comment est-ce que ça peut être maintenu? Qui sont les premières personnes qui sont rentrées dedans? C'est souvent des VC puis des influenceurs. Vous ne réalisez pas le nombre de messages que je reçois chaque semaine en mode on peut te donner des tokens en pre-sale si tu parles de notre projet. C'est une réalité en fait, hein. C'est aussi simple que ça. Ouais, et puis même si on peut rajouter quelque chose là-dessus, en fait, si vous avez... parce que ce qui est très difficile, je trouve, c'est que le marketing qui est utilisé par ces porteurs de projets, etc., est fait pour entretenir une confusion incroyable sur le fonctionnement de ces systèmes. C'est exactement pareil qu'en finance. Moi, je Oui, bien sûr. je suis toujours avec des amis, enfin, tu connais beaucoup de choses en finance. Je fais non, c'est juste qu'on a mis des mots compliqués pour vous mentir. On vous fait des termes pour que vous ne rentriez pas dans l'industrie, mais une fois que vous rentrez dedans et que vous remplacez des mots compliqués par des mots simples, c'est un peu près clair. Après, ce qu'ils font, c'est une fois qu'ils ont fini avec les mots compliqués, ils ont fait un système de hiérarchie des banques et des institutions de contrôle des régulations extrêmement compliqué, où ils changent les lois très souvent pour que personne puisse comprendre comment ça fonctionne. Mais le système est fondamentalement toujours le même. Exactement. Et du coup, si vous voulez en général essayer de décortiquer ces choses-là, moi je trouve la méthode la plus simple, c'est de poser des questions d'enfants. Donc, quand on vous dit, par exemple, tu peux gagner 10, 15, 20, 30, 40, 1000% de yield garanti, la première question à se poser, c'est où est créée la valeur économique qui me permet d'obtenir ce yield? Si on reprend Stephen, est-ce que courir, ça crée de la valeur économique? La réponse est non. Si vous, par exemple... Il n'y a que les pros, mais vous n'êtes pas pro. Voilà. Si vous courez aux Jeux Olympiques et que vous êtes regardé à la télévision par 400 millions de personnes, il y a des droits TV qui, effectivement, sont payés sous forme de service, ultimement, par les utilisateurs. Et donc, il y a une transaction économique avec une génération de valeur pour un client. Si vous courez pour faire une livraison de bouffe, de cannabis, de je ne sais quoi, il y a un client, un willing paying customer, il y a un client qui est prêt à payer pour ce service. Et donc là, éventuellement, il y a de la génération de valeur et donc il y a de la valeur à redistribuer. Si vous courez tout court, ça ne génère pas de valeur pour qui que ce soit. Quand vous courez dans Stephen, vous ne rendez service à personne. Donc, c'est nécessairement que la valeur qui vous est redistribuée dans le système, elle est quelque part ponctionnée à un endroit où elle n'est pas créée. Donc, c'est forcément instable. Ouais, on ne veut pas détruire la DeFi. Encore une fois, on pense tous les deux qu'il y a des trucs qui sont intéressants. Et en effet, il y a des choses qui ne sont pas possibles autrement, comme des flash loans, enfin des choses assez intéressantes. Il faut juste que vous compreniez qu'il y a une énorme différence entre innovation et investissement. Et c'est pas parce qu'il y a un truc innovant qu'il faut investir, et c'est pas parce qu'il y a un truc innovant que ça peut rapporter de l'argent. À la limite, ce sera quelqu'un d'autre qui prendra des bouts d'idées et d'innovation pour réussir à en faire quelque chose de legit, enfin de vrai, comment on dit legit, de légitime. De légitime à la fin. Et malheureusement, bah voilà, on est maximalistes tous les deux, je pense, bitcoiners, et peut-être qu'on ne critique pas assez tous ces projets DeFi parce qu'on n'a pas envie d'en parler toute la journée, mais là on a une vidéo où on essaie de vous expliquer comment en fait en étudiant la finance et la logique économique, vous pouvez en déduire certains projets ou pas sont des Ponzi. Ce qui sont quand même une grande majorité, on peut le dire quand même. Oui, non, bien sûr. Après, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, il y a probablement quelques trucs à faire à partir de ces technologies-là pour faciliter des relations financières, mais... On peut baisser des coûts. Baisser des coûts, ça marche. Ça rapporte pas 20%. Voilà. Et il y a plein de choses à faire dans le paiement, il y a probablement plein de choses avec la mise on-chain de pas mal de contrats dérivés, de contrats d'options, etc. etc. La règle risque d'être que la majorité des protocoles et des projets que vous allez rencontrer sont des Ponzi, parce qu'à la fin de la journée, c'est très lucratif d'avoir le droit de battre monnaie. C'est Thibaut Maréchal, je crois, qui parle de la nouvelle alchimie des shitcoiners. C'est exactement ça. Le rêve de pouvoir transmuter le plomb en or existe depuis toujours. Et effectivement, la blockchain, c'est ça, c'est de l'alchimie. C'est comment est-ce que je vais pouvoir transformer du rien en argent.
Et parmi cette forêt de scams et de conneries, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont bienveillants et qui pensent vraiment que leur truc est soutenable, bien foutu, etc., il y a une poignée, mais c'est pas du tout la norme, c'est plutôt l'exception, de choses qui sont intéressantes. Donc tout ça juste pour dire que les Bitcoin maximalistes comme nous ne sont pas nécessairement des espèces d'ânes butés qui ont décidé de ne rien regarder à part Bitcoin. C'est même presque plutôt l'inverse. En général, c'est parce que dans notre histoire, on a beaucoup regardé ces trucs-là, qu'en général, on s'est beaucoup fait rect, que par presque principe de précaution, on s'est dit, la position de défaut, c'est de se dire que jusqu'à preuve du contraire, tous ces trucs-là sont pas forcément très stables et pas forcément très dignes de confiance. Et effectivement, après, on va regarder dans le détail pour voir lesquels sont basés sur des principes sains. Et d'expérience, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Ouais, exactement. Donc voilà, si vous avez des questions, ne commencez pas à me demander qu'est-ce que tu penses de celui-là, est-ce que celui-ci est un Ponzi. Juste allez poser des questions, allez plus loin que le marketing. Quitte à un truc que les investisseurs, bon malheureusement à notre échelle c'est vachement compliqué, mais si vous êtes un bon investisseur, si vous détenez beaucoup de fonds, un Buffett par exemple, il a envie d'acheter quelque chose. C'est quoi la première chose qu'il fait? Bon, il se renseigne et tout, mais il prend le téléphone, il appelle le CEO, il demande à parler avec des gens, des développeurs, des CEO, etc. À notre échelle, on ne peut pas parler avec le PDG d'une grosse boîte, mais en principe, ces projets sont assez petits. Renseignez-vous bien, allez sur leur Discord, demandez à avoir plus d'informations, posez les questions qui dérangent. Si vous voyez qu'ils ne répondent pas à vos questions de façon directe, mais qu'ils vous détournent vers autre chose, c'est un red flag complet. Donc posez plein de questions sur justement le point où ils refusent de répondre. Et si à la fin, ils ne sont toujours pas capables de vous expliquer d'où vient le yield, la règle de base, c'est que vous êtes le yield. Vous êtes le rendement, vous êtes l'argent qui va payer les gars d'avant. Et c'est aussi simple que ça. Puisque tu parles du processus même de réflexion de l'investisseur, je pense qu'il y a aussi une méprise très courante aujourd'hui qui est que pour se comprendre dans quoi investir, il faut analyser beaucoup de courbes, il faut bien analyser mathématiquement les marchés financiers, faire des modèles très complexes, se renseigner tous les jours, lire le Financial Times tous les jours, etc. etc. C'est complètement idiot. Les meilleurs investisseurs du monde sont des gens qui comprennent la nature humaine et les phénomènes sociaux. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre dans quoi investir, en fait, vous avez d'abord à comprendre à quel besoin ça répond. Si ça répond à un besoin pour lequel vous pensez qu'il y aura dans le futur proche ou lointain des consommateurs prêts à payer pour ça, et que vous avez des porteurs de projets qui sont capables de sécuriser les ressources qui vont leur permettre de développer ce produit et qui ont la personnalité, les talents et les compétences pour arriver à le faire, c'est probablement un bon investissement. Après, il faut ouvrir un peu les aspects financiers de la boîte, regarder la compta, l'actif, le passif, ces choses-là, mais… Pardon. Non, parce que ça c'est important, tu as le prix. Hein. Après, un bon investissement, on varie toujours par rapport à quand est-ce que vous l'achetez. Bien sûr. Mais tout ça pour dire que finalement, être un bon investisseur, c'est plutôt comprendre les phénomènes sociaux, comprendre qu'est-ce que les individus désirent, ce pourquoi ils sont prêts à payer, et également savoir, entre guillemets, miser sur les bons entrepreneurs. Et tout ça, c'est pas des maths, c'est pas de la finance compliquée. Et c'est pour ça d'ailleurs que, et je trouve que Buffett est un bon exemple, hein, que la plupart des grands investisseurs successful, des gens comme Stanley Druckenmiller, comme Warren Buffett, comme Paul Tudor Jones et bien d'autres, sont pas des polytechniciens normaliens avec 3 PhD en mathématiques qui ont passé 10 ans comme quant ou faire de l'algorithmique trading dans des banques. Pas du tout. C'est des gens qui ont du bon sens et qui, effectivement, comprennent le fonctionnement du capitalisme, en fait, tout simplement. Ouais, exactement. C'est One Step on Wall Street j'ai oublié l'auteur, Peter Lynch, qui a donc été l'un des meilleurs financiers pendant quasiment 30 ans sur sa carrière et qui a un fonds qui est devenu un fonds extrêmement connu, qui écrit un livre. Et il explique bien en fait qu'il suffit de regarder autour de vous pour comprendre quelque chose qui marche bien. Genre Dunkin' Donuts, il y en a partout et les gens continuent à acheter des donuts. Et ils n'ont pas besoin de réinventer la roue parce qu'ils savent que les gens vont toujours acheter des donuts, comparé à d'autres projets, etc. Et si on devait terminer là-dessus, 2 choses que j'aimerais dire. Déjà, je prépare, la communauté ici des coups Bitcoin prépare une formation sur la finance pour essayer de vous amener vers tout ce qu'on vient de discuter, mais progressivement, parce qu'on peut comprendre qu'on parle avec des mots un peu barbares et ça fait très peur la finance quand on la regarde comme ça. On va essayer de la décortiquer. Et deuxièmement, quand vous investissez,
si on parle d'action ou d'un projet, quelque chose, vous investissez avant tout dans une entreprise. Et l'entreprise, elle doit générer un cash flow qui doit venir du coup de quelque chose ou de quelqu'un, comme tu l'as expliqué, doit payer. N'oubliez jamais que quand vous investissez, c'est avant tout, vous achetez une part d'un organisme qui est finalement une société en règle générale. Voilà, même si c'est des thèmes assez spécifiques de la finance, mais Bitcoin ça rentre dans la finance et la DeFi, il y a finance dedans. On ne peut pas vous expliquer tout ça si on n'aborde pas ces sujets. Quelque chose à rajouter sur tout l'aspect financier? Non, bah c'est hyper intéressant. Et puis, peut-être si je devais rajouter quelque chose, c'est aussi, je pense que s'intéresser à l'économie et essayer de comprendre un petit peu quelques principes de base. Hein. Le but n'est pas de comprendre dans le détail tous les débats dans l'histoire de la théorie économique, mais comprendre certaines choses sur le fait que, ce qu'on a dit aujourd'hui par exemple, hein, le fait que quand on bloque un prix, et donc finalement quand on essaye de créer de l'immobilisme dans un monde en perpétuel changement, on va forcément se récupérer la volatilité qu'on a détruite à court terme à un moment donné. Donc pareil, dans vos recherches d'investissement ou ces choses-là, quand vous voyez ce genre de mécanisme-là, ne vous précipitez pas dessus et gardez en tête que ça veut aussi probablement dire qu'à un moment donné, le truc risque de faillir magnifiquement. Idem, au-delà de ce qu'a dit Roxy sur la manière dont vous choisissez vos investissements, etc., toutes les entreprises qui existent aujourd'hui sont plongées dans un contexte monétaire, géopolitique, énergétique, etc. Et donc, déjà, si vous comprenez aussi ça, vous comprendrez un peu mieux quelles sont les entreprises qui, au-delà de leurs valeurs individuelles, mais quels sont les secteurs qui, par exemple, ont beaucoup de chances de mieux s'en sortir dans un contexte macroéconomique donné. Si vous avez, par exemple, compris un peu le fiat et tous les problèmes qu'il crée, ce qui doit être le cas si vous regardez un peu Découvre Bitcoin, vous devriez comprendre qu'à un certain stade, je ne peux pas vous dire quand et je ne peux pas vous dire exactement comment, on va être obligé de détruire l'illusion de la richesse collective que l'on a devant les yeux à cause du fiat tous les jours, et on va à ce moment-là devoir faire de la rationalisation pour sécuriser des besoins fondamentaux et du coup faire des sacrifices sur des choses plus accessoires. Aujourd'hui, les entreprises qui dans le monde vous permettent d'obtenir ces services fondamentaux, que ce soit l'alimentation, l'énergie, le transport, etc., sont en général très faiblement cotées. Elles ont une valeur qui est très faible. À l'inverse, beaucoup d'entreprises qui vous permettent d'obtenir de l'accessoire, des services de loisirs, etc., sont très fortement valorisées. Probablement que, encore une fois, si vous avez compris ce contexte macro et vers où on va, etc., probablement que sur des investissements long terme, encore une fois sans levier, avec de l'argent que vous pouvez perdre, et ceci n'est pas un conseil financier, vous pouvez plutôt vous diriger vers ce genre d'entreprise, ce genre de commodities et ce genre de tests d'investissement, parce qu'il y a une raison fondamentale qui permet d'expliquer que tout ce qui est ce que les Américains appellent du nice to have, donc ce qui est sympa à avoir mais qui n'est pas essentiel à la vie, va peut-être être une part beaucoup moins importante de nos budgets dans le futur. Par contre, ce qui est du must have, ce qui est complètement nécessaire au déroulement basique de nos vies, va représenter une part de plus en plus importante de notre budget de consommation futur. Ouais, c'est super ce que tu viens de dire. Donc, il faut vraiment penser votre portefeuille financier. Donc, si un jour vous décidez de vous lancer dans la finance, pensez votre épargne, votre vie, tout ce que vous avez comme étant un portefeuille. Et donc, vous devez vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai dedans? 90% des Français ont littéralement de la dette ou des euros. Ce qui est probablement l'un des pires portefeuilles financiers imaginables aujourd'hui. Donc, déjà, tous ces gens-là vont tout perdre. On va être assez cash, on ne sait pas quand, mais la probabilité qu'ils perdent tout est quand même assez haute sans conseil financier. Donc, après, il faut se dire, ok, est-ce que je vais dans des actions? Quelle action? Avec de l'inflation, comme tu le dis, en fait, on fait un système d'entonnoir sur maintenant qu'on comprend la situation, qu'on comprend la logique humaine, qu'on comprend les potentielles crises, on va se positionner et on va essayer de survivre. Parce que littéralement, aujourd'hui, on est plus dans le défensif que l'agressif. Et donc, comme tu le dis, on va se mettre sur des actions potentielles. Donc, un pourcentage de notre portefeuille financier va être en actions. Et là, les actions, on va se dire, il faut trouver des actions qui peuvent survivre une explosion de la dette souveraine, en même temps une potentielle hyperinflation
et qui peuvent surfer du coup ces deux choses. Donc on va prendre des sociétés qui n'ont pas besoin d'énormément de renflouement de leur caisse, parce que ça va être compliqué de prendre de la dette. On va prendre des sociétés qui sont capables d'avoir un pricing power assez important et qui sont donc nécessaires. Quelqu'un qui vend de l'aliment, quelqu'un qui vend des patates, il va toujours vendre des patates. Voilà, en tant que guerre ou crise, tu vends des patates. Par contre, Spotify, bah ouais, vous allez peut-être arrêter votre abonnement Spotify. Je suis désolé, voilà, Netflix, pourquoi ça prend du moins 80%? Parce que c'est la première chose que tu fais sauter quand d'un coup tu te rends compte que tous les prix augmentent, Netflix y compris. Donc d'un coup on a une société qui va réussir à tenir sur les 10 prochaines années pendant une crise, et une autre société qui a de fortes chances d'exploser et d'imploser. Et donc il faut penser votre portefeuille comme ça, donc avec tous les conseils. Et on pourrait aller beaucoup plus loin, mais je pense qu'on va essayer de se refocaliser sur le débat. Deuxième chose que je voulais dire, quand vous prenez votre portefeuille, un pourcentage en actions, mais il vous faudra également du coup d'autres choses qui sont potentiellement non corrélées. Et donc c'est là où par exemple des choses rares comme de l'or, du bitcoin peuvent faire leur intérêt, parce qu'on a dit hyperinflation, donc une explosion et de la dette, donc une explosion plus de l'épargne. Donc vous devez vous retrouver avec ce que les gens n'ont pas. Et les gens malheureusement ont arrêté d'acheter de l'or depuis trop longtemps, donc c'est les banques centrales qui ont de l'or, ils vont devoir recréer une monnaie ou une illusion de la confiance. Comment ils vont faire? Probablement avec l'or qu'ils ont dans leur coffre. Vous pouvez imaginer l'immobilier comme étant une partie également de votre portefeuille financier, parce que vous aimez bien l'immobilier en France et vous dites bon bah au moins j'ai quelque chose, j'ai de la terre. Soit ça marche, après faites attention comment vous financez cet immobilier, et est-ce que c'est finalement un coût parce que bah, vous devez le réparer régulièrement et donc il faut remettre de l'argent avec des prix des matériaux qui explosent, ou est-ce que c'est plus un rendement parce que finalement vous louez? Et si vous louez, où est-ce que vous louez? Il faut également penser par rapport à une exode potentielle des villes vers d'autres endroits. Bref, ce qu'on veut dire par là, c'est que la finance c'est un sujet absolument passionnant et compliqué, donc abonnez-vous, on va le traiter. Mais pour en revenir au début de cette vidéo, je ne sais pas comment je vais monter tout ça, les Ponzi, vous pouvez les comprendre si vous étudiez la finance, et quand on dit étudier la finance, on parle d'un point de vue extrêmement général. Pas de conseil d'investissement, faites vos propres recherches, c'est important de vous positionner parce que si, comme 99% des Français, peut-être 90% des Français, vous avez une assurance vie, de la dette européenne ou française et des euros, ça va pas être joli. Et si je peux rajouter un dernier truc, du coup, en lien avec tout ce qu'on vient de dire, si vous voulez devenir un bon investisseur, ne restez pas enfermé dans les news, dans ce qui se passe, dans l'instantanéité de la presse financière, etc. Vous allez en général juste être pris dans le mouvement de la mode du moment et du consensus du moment, ce qui en général n'est pas forcément très rentable comme positionnement. Et plutôt lisez de l'histoire, lisez de la littérature. Vous apprendrez beaucoup plus comment investir en lisant Zola qu'à peu près n'importe quoi d'autre, ou Hugo, ou n'importe quoi. Hein. Encore une fois, ce qui compte, c'est de comprendre les phénomènes humains, qu'est-ce qui est important pour les gens, la manière dont ils valorisent les choses, comment s'articule le désir humain, la créativité humaine, le travail, les systèmes de collaboration. L'histoire, et avec cette profondeur de vision, vous arriverez à développer des grilles d'analyse qui vous permettront de prendre plein de recul vis-à-vis de ces phénomènes et d'arriver à les catégoriser mentalement, de vous dire oh, ça c'est probablement un Ponzi, ça c'est probablement une mode, ça c'est probablement plus intéressant à long terme, ça c'est quelque chose qui pour l'instant passe sous le radar de tout le monde parce que justement ils sont pris dans la tendance du moment, mais en réalité parce que je comprends le fiat, parce que je comprends certains domaines, etc. Ça peut être une thèse d'investissement intéressante. Bref. En gros, n'essayez pas d'étudier la finance pour étudier la finance, ou alors une thèse d'investissement pour une thèse d'investissement, mais juste développer un esprit critique qui vous permet d'avoir une vision globale pour ensuite aller dans les détails. Et si vous voulez apprendre à regarder tous les bilans financiers, là, ok, oui, vous aurez besoin de pas mal d'heures d'études pour vraiment comprendre le bilan financier. Mais avant d'en arriver au bilan financier et faire des maths, vous pouvez déjà éliminer 95% de toutes les thèses potentielles d'investissement juste en ayant une bonne culture générale et un esprit critique. C'est ça. Et c'est vrai que d'ailleurs, si vous êtes en école de commerce comme moi je l'ai été à un moment donné et que vous regardez cette vidéo, s'il y a bien une seule chose à laquelle il faut que vous vous intéressiez là-bas, c'est la comptabilité. C'est vraiment un savoir fondamental qui va vous permettre de lire une certaine langue par laquelle s'exprime le capitalisme. Et
comprendre la comptabilité en partie double, c'est super important pour être un bon investisseur de manière générale. Le reste, je ne vous conseillerais pas de vous y intéresser trop, c'est essentiellement bullshit. Mais ça, pour le coup, ça vaut vraiment le coup d'être appris parce que ça va vous permettre de mieux penser les phénomènes. Exactement. En espérant un jour que Découvre Bitcoin puisse vous faire des cours sur la compta, on va l'espérer. Ceci clôture la première partie de notre interview avec Théo pour la formation Économie 201 sur une introduction à l'économie autrichienne. Vous pourrez retrouver immédiatement la deuxième et troisième partie sur l'académie Découvre Bitcoin, académie.découvrebitcoin.fr. Sinon, la semaine prochaine sur YouTube. Merci beaucoup au Patreon de soutenir le projet. Si vous voulez contribuer à la croissance de notre projet, le plus simple c'est d'emmener un ami avec vous à l'intérieur du terrier du Bitcoin. Donc partagez nos vidéos, c'est la meilleure solution. Plus, c'est gratuit. Merci Théo et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.